Alors, comme premier, nous parlons du cœur et des organes, l'interaction entre le cœur et les organes, et savoir quel est l'organe le plus fonctionnellement proche du cœur et qui partage des complications similaires. Ça, c'est le thème du jour. Je fais la vidéo entre deux patients. Ouais, il y a une qui est appelée, donc il faut faire tout, il faut aussi faire les enseignements. Même quand vous ne me favoritez pas, bon, ce qui n'est pas très gentil, mais bon. Pour l'instant, je fais encore ça comme ça. Hein. Mais bientôt, hein, mes enseignements, tu n'as pas d'argent, il n'y a pas. Ok? Alors, le cœur, c'est l'organe qui permet à tous les autres organes de fonctionner normalement grâce à la circulation sanguine. Le cœur apporte le sang dans tous les organes par des tuyaux qu'on appelle des artères. Et ces organes, une fois leur travail accompli, tout ce qui est déchet dans le fonctionnement de ces organes revient au cœur par d'autres tuyaux qu'on appelle les veines. Mais le cœur est un organe noble. Il n'aime pas la saleté. Le cœur n'aime pas la saleté. Le cœur est propre. Il faut donc un organe qui va permettre de filtrer et de rendre le sang propre pour qu'il revienne au cœur et reparte du cœur pour arroser tous les organes. Cet organe, c'est les poumons. Le sang sale qui vient d'autres des organes arrive aux poumons en passant par le foie pour la grande circulation et arrive aux poumons via le cœur droit. Le cœur droit, ventricule droit et d'abord oreillette gauche, oreillette droit et ventricule droit prennent donc le sang sale, un sang un peu noirâtre, et qui va passer aux poumons et va être oxygéné au niveau des poumons et reviendra donc dans le cœur gauche via les artères pulmonaires, les veines pulmonaires, autant pour moi, les veines pulmonaires vers l'oreillette gauche, le ventricule gauche et va maintenant aller un peu partout via donc l'aorte qui est le gros tuyau qui amène le sang dans tout l'organisme. L'estomac, le foie, les reins, les jambes, mais aussi le cerveau par le tuyau qu'on appelle l'aorte. Donc il y a une interconnexion entre le cœur et tous ces organes. Donc on se dirait, ouais, je vous ai parlé des poumons. Les poumons sont à côté du cœur déjà. Géographiquement parlant, les poumons sont à côté du cœur. Les poumons oxygènent le sang qui va arriver au cœur. Donc il y a un lien entre les deux. Il y a un lien entre le cœur droit et les poumons. Donc tout ce qui se passe au niveau des poumons, s'il y a une hyperpression au niveau des poumons, ça aura une répercussion sur le cœur droit, qui lui a un muscle un peu faible et aura du mal à vidanger son sang vers les poumons. Donc il y a une interaction, interconnexion. Et entre les poumons et le cœur gauche également. Donc toute souffrance du cœur aura une répercussion, peut avoir une répercussion sur les poumons. Et toute souffrance des poumons peut avoir une répercussion sur le cœur. Il y a par exemple une complication qu'on appelle l'œdème aigu pulmonaire. L'œdème aigu pulmonaire, c'est l'œdème des poumons, mais donc l'une des causes, et la cause essentielle, est cardiaque. Donc c'est le cœur qui faillit, qui faiblit, qui ne se contracte pas bien, et il y aura une stagnation du sang dans, enfin, au niveau des cavités gauche du cœur, plus les veines pulmonaires, et puis ça va aller au niveau des poumons, l'œdème pulmonaire. Mais il y a aussi une autre maladie qu'on appelle l'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire va bloquer les artères pulmonaires, et tout ce qui va venir du cœur droit pour aller dans les poumons va rencontrer un obstacle. Donc le sang va rencontrer un obstacle parce que les poumons sont embolisés par des caillots de sang. Et le cœur droit va souffrir. Donc il va y avoir une décompensation cardiaque droite à cause de l'embolie pulmonaire. Donc, liaison vicieuse, dangereuse entre les poumons et le cœur. Ça, c'est une évidence. Donc, les personnes qui ont répondu les poumons n'ont pas tort. Parce qu'il y a un lien entre les deux. Mais il y a aussi un lien entre le cœur et le foie. Le foie qui est juste pas loin du cœur. Le foie qui est une éponge qui rassemble tout et laisse passer vers les poumons. Mais si le cœur est fatigué, le cœur droit est fatigué, donc le cœur droit ne va pas se vidanger vers les poumons. Et de manière mécanique, il y aura stagnation. On aura ce qu'on appelle une hépatomégalie. Un poumon qui est gros, qui fait pas mal, mais il est gros. Et il va absorber tout ce qui stagne. Absorber, au point à un moment donné, il n'en peut plus. Et il va permettre, ou du moins, il va entraîner une stase en aval. On aura, par exemple, des œdèmes au niveau des jambes, des œdèmes dans la cavité
abdominale, ce qu'on appelle la cite. On aura la cite, on aura les œdèmes des jambes, les œdèmes des cuisses, on aura ce qu'on appelle la nasarque. La nasarque est due à une défaillance cardiaque qui a une répercussion sur le foie et les viscères. Donc un lien entre le cœur et le foie. Des gens qui boivent beaucoup d'alcool, ils finissent par, enfin, qui sont alcooliques, ils auront un foie malade. C'est pour ça que l'alcool abîme le foie. Le foie est malade. Ils auront une cirrhose hépatique alcoolique. Mais l'alcool abîme aussi le cœur. L'alcool a une action directe sur le muscle cardiaque, avec une augmentation de la graisse de l'adipocyte et une altération de la contraction du cœur et une dilatation du cœur, cardiomégalie, à cause du foie. On appelle ça une insuffisance cardiaque énolique ou alcoolique. Donc, le foie va être abîmé, cirrhose là-bas, le cœur abîmé, insuffisance cardiaque, cardiomyopathie dilatée, alcoolique. Donc, un lien entre les deux. Vous voyez qu'il y a un lien aussi entre le foie et le cœur. Je vous parlerai des reins. Là, je vous reviens parce que je fais une petite pause, il faut voir les patients. Ils sont déjà là et je vous reviens. Une petite pause et on reprend. À toutes. Ok, donc on reprend notre cours. Et on parlait donc maintenant, on va parler des reins et du cœur. Est-ce qu'il y a une relation entre les reins et le cœur? Les reins sont quand même assez éloignés, géographiquement parlant, du cœur. Mais pour autant, il y a une relation étroite entre le rein et le cœur. Le cœur, par le biais donc des vaisseaux, va pomper le sang qui ira au niveau du cœur, des reins. Le cœur va pomper le sang qui, par le biais des vaisseaux, ira au niveau des reins. Et le sang qui arrive au niveau des reins va être filtré. Et une partie des composants de ce sang sortira des reins pour former ce qu'on appelle l'urine. L'urine qui sera donc collectée au niveau de la vessie et sera expulsée de l'organisme par le meilleur urinaire et donc on va uriner. Donc les reins ont pour rôle d'évacuer toutes les toxines que le sang va collecter dans tous les organes. Un sang arrivé dans ces organes-là grâce au cœur. Mais aussi, ce qui va se passer, c'est que les reins vont produire certaines hormones au niveau d'une partie spécifique des reins, lesquelles hormones ont pour rôle de construire les vaisseaux. Les reins vont jouer un rôle important dans la régulation de la tension artérielle. Les reins vont produire certaines substances, des hormones, la rénine, l'angiotensine, qui jouent un rôle constrictif des vaisseaux, donc vont permettre aux vaisseaux de garder un certain tonus. Or, le sang doit circuler. Le conflit entre les vaisseaux qui sont toniques et la quantité de sang qui gicle venant du cœur dans ces vaisseaux-là va donc être responsable de la formation de la pression artérielle. Les reins participent donc à la formation de la pression artérielle. Laquelle pression artérielle va jouer sur le cœur. Parce que plus la pression artérielle est importante, plus le cœur aura du mal à évacuer le sang de ses cavités vers la grande circulation. Donc il y aura une augmentation de la post-charge du cœur. Le cœur va donc devoir travailler en surchauffe. La surchauffe du cœur va être responsable d'une augmentation de la masse musculaire du cœur, ce qu'on appelle l'hypertrophie. Donc l'hypertrophie du cœur a pour une des causes l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle qui a pour, entre autres mécanismes, la participation des reins par la production de ces substances constrictives. Donc vous voyez qu'il y a un lien entre le cœur et les reins. Il y a finalement un lien entre tous les organes. Mais il y a un organe que je n'ai pas encore évoqué et que très peu d'entre vous ont évoqué, mais il y en a qui ont évoqué ça. C'est le cerveau. Le cerveau et le cœur sont fonctionnellement très liés. Et on va s'expliquer. Le cœur va donc envoyer le sang au cerveau comme dans tous les autres organes. Le cerveau ne se nourrit que du glucose, véhiculé par le sang avec l'oxygène, bien évidemment. Le cerveau dépend donc beaucoup du travail du cœur. Et c'est pour ça que vous voyez que quand le cœur baisse dans sa capacité fonctionnelle à
sortir le sang de lui, du cœur, ce qu'on appelle le volume d'éjection, pour arroser tout l'organisme. Donc quand ce volume d'éjection diminue, quand la fréquence cardiaque ne peut pas compenser la diminution de ce volume, on aura une baisse du débit cardiaque. La baisse du débit cardiaque, ça veut dire que le sang arrive petitement partout, donc même au cerveau. La baisse du débit de perfusion cérébrale, vous savez ce que ça va entraîner? Ça va entraîner des vertiges, perte de connaissance possible. Et si ce débit cardiaque s'arrête brutalement, on va perdre connaissance. On perd connaissance parce que le cœur se sera peut-être arrêté, mais aussi parce que le cerveau est exclu, est éteint. Donc il y a un lien entre les deux. Le lien le plus fréquent entre le cerveau et le cœur, c'est la santé de nos artères. Les artères vieillissent. Le vieillissement des artères avec l'apport de la mauvaise graisse s'appelle l'athérosclérose. L'athérosclérose va être responsable du rétrécissement des artères. Si les artères du cœur sont rétrécies, le sang n'arrive pas bien au niveau du muscle cardiaque, puisque je vous ai dit que le cœur lui-même a besoin du sang pour fonctionner, a besoin qu'on lui apporte du sang avant lui d'en apporter aux autres. Donc l'apport du sang au niveau du cœur se fait grâce à des artères qui arrivent dans le muscle qu'on appelle les artères coronaires. Si les artères coronaires sont rétrécies, abîmées par la mauvaise graisse, on parle de athérome des artères coronaires, coronaropathie, la maladie des artères coronaires. Et plus ces artères sont rétrécies, plus le sang aura du mal à passer et à nourrir le muscle cardiaque. On va ressentir des douleurs, angine de poitrine, angor. Et cet angor peut aller jusqu'à un infarctus parce que les plaques de graisse d'athérome peuvent se mobiliser, se détacher et aller boucher une artère coronaire en distalité. Et le muscle qui est arrosé par cette artère-là ne recevra plus de sang, sera infarcté, la nécrose myocardique. On va donc parler d'infarctus du myocarde. Et tiens, infarctus myocarde. Il y a l'infarctus cérébral qu'on appelle AVC. L'AVC ischémique, un infarctus cérébral. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'au niveau des artères du cerveau, une plaque peut se détacher de quelque part. Ça peut même venir du cœur. Et d'ailleurs, souvent, ça vient même du cœur. Une plaque peut venir peut-être des artères carotides et tout. Une plaque. Et aller donc se coincer dans une artère cérébrale. Et le cerveau, les neurones qui sont en aval, ne vont pas recevoir le sang. Et il y aura infarctus cérébral, AVC ischémique. Ça peut aussi être un caillot de sang dû à une arythmie cardiaque. Un caillot de sang qui va donc partir du cœur, de l'auricule, par exemple, de l'oreillette gauche, aller dans le ventricule gauche. Du ventricule gauche, par la circulation sanguine, les artères carotides vont aller se coincer quelque part là-bas et entraîner donc une nécrose d'une partie du cerveau. Infarctus cérébral, AVC ischémique. L'AVC ischémique, accident vasculaire cérébral ischémique, a deux causes principales. Soit une fibrillation auriculaire, c'est-à-dire un trouble du rythme cardiaque, donc le cœur, qui va aller emboliser là-bas. AVC ischémique. Donc le cœur est en lien avec le cerveau. AVC ischémique aussi parce que une artère cérébrale, ou une artère carotide peut avoir des plaques d'athérome qui se détachent et vont aller là-bas au niveau du cerveau et entraîner un AVC. Donc, le lien entre le système cardiovasculaire et le cerveau, vous l'avez là. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Vous avez une autre complication. On va parler d'un certain nombre de complications. Je vous parle par exemple de l'alcoolisme. L'excès d'alcool va entraîner une destruction des cellules myocardiques. Et le cœur va se dilater et va se contracter de manière inadaptée, faiblement. Et on aura un bas débit cardiaque. Qui dit bas débit cardiaque dit souffrance des neurones. Lesquels neurones eux-mêmes aussi sont impactés par cet alcool, par des mécanismes complexes oxydatifs, stress oxydatif et autres. Les cellules cérébrales seront imbibées. Le malade peut faire ce qu'on appelle le délirium tremens. Il va délirer, il va être agité à cause de l'alcool. Cet alcool qui fait souffrir le cœur. Le malade va être essoufflé, voilà, il maigrit, il a les pieds qui gonflent, mais le même aussi peut délirer, avoir le délirium tremens. Tout ça à cause de l'alcool. Donc l'alcool va attaquer le cœur, va attaquer le cerveau. Une autre complication que partagent les deux organes,
c'est l'arrêt cardiaque. L'arrêt cardiaque. L'arrêt cardiaque qui est dû essentiellement à l'emballement du cœur, ce qu'on appelle une arythmie ventriculaire, tachycardie ventriculaire, mais surtout la fibrillation ventriculaire, va entraîner le bas débit. Parce que quand le cœur s'emballe, ou alors ça fait une asystole, le sang n'est plus éjecté du cœur. Si le sang n'est pas éjecté du cœur, ça veut dire que même le cerveau ne va pas en recevoir. Donc le cerveau sera en hypoperfusion. Et nous allons perdre connaissance. Nous perdons connaissance à cause donc d'un collapsus cardiovasculaire. Le cerveau va continuer à fonctionner pendant un certain temps. Le temps justement de réanimer le cœur. Soit par des massages, chocs électriques, ou des drogues qu'on va donner si nous sommes dans une unité hospitalière où il y a tout ce qu'il faut pour faire de la réanimation cardio-pulmonaire avancée. Mais le cerveau est en stunning, en hibernation, parce qu'il ne reçoit pas le sang. Il travaille en sous-régime pour économiser sa réserve énergétique. Mais si l'arrêt cardiaque, le fait que le sang ne redémarre, le cœur ne redémarre pas et n'entraîne pas une augmentation de son débit, la réserve énergétique du cerveau va tarir. Et au bout de 8 minutes d'arrêt, normalement, le cœur, le cerveau, même si on le récupère après, sera un cerveau qui ne fonctionnera plus normalement. Donc les malades auront des séquelles neurologiques très importantes. Après 10 minutes d'arrêt cardiaque, le cerveau meurt aussi complètement. Le cerveau va donc mourir à cause du cœur qui s'est arrêté. Mais si le cœur redémarre entre-temps, parce que ce qu'on appelle le no-flow, c'est-à-dire la période pendant laquelle le cerveau n'est pas irrigué, puisque le cœur s'est arrêté. Si cette période est très courte, le cerveau va repartir. Si cette période du no-flow dépasse les 6 minutes, le cerveau, même s'il repart après, parce qu'on a réanimé, il peut avoir des séquelles. Au bout après 7 minutes, 8 minutes, il y aura forcément toujours des séquelles. Après une dizaine de minutes, le cerveau ne peut même pas repartir. Donc, 10 minutes de no-flow, c'est pas bon pour le cerveau. 10 minutes donc d'arrêt cardiaque non massé, c'est mauvais pour le cerveau. Le low flow, c'est-à-dire on masse mais on ne masse pas bien, on n'est pas forcément très efficace. Lui, il peut encore permettre de maintenir le cerveau en activité. Mais on voit là qu'il y a une dépendance étroite entre le cerveau et le cœur. Pourtant, pendant cette période de no flow, où on ne masse pas la personne, où le cerveau est en souffrance, les autres organes aussi sont en souffrance. Mais la survie du patient va plus dépendre du cerveau que des autres organes. Je me répète. La survie du patient qui a fait un arrêt cardiaque va plus dépendre de l'état du cerveau que des autres organes. C'est-à-dire que si on masse rapidement et que le no-flow ne va pas excéder quelques minutes, le cerveau va repartir et les autres organes qui sont en souffrance vont récupérer aussi et vont refonctionner normalement. L'arrêt cardiaque est un moment critique qui montre à quel point notre survie dépend de la relation entre le cœur et le cerveau. Et je vous ai donné d'autres complications qui sont identiques. Infarctus d'un tissu, le tissu myocardique ou le tissu cérébral. On va parler d'infarctus du myocarde ou alors AVC à cause d'un même mécanisme. Et d'ailleurs, il y a un type d'AVC qui dépend étroitement du cœur. L'AVC sur embole d'origine arythmique cardiaque. L'alcoolisme, je vous ai dit que l'alcool abîme évidemment le foie aussi, mais abîme le cœur et abîme le cerveau. La syncope, perte de connaissance brutale, mais brève, de récupération spontanée. Il y a un lien entre le cerveau et le cœur. Parce que la syncope d'origine cardiaque, c'est un arrêt brutal dû soit à une pause, à une arythmie, mais qui est de résolution spontanée, va entraîner une perte de connaissance. Et on perd de connaissance pourquoi? Parce qu'il y a une hypoperfusion cérébrale. Parce que le cœur, à un moment donné, n'a pas pompé suffisamment vers le cerveau. Voilà pourquoi est-ce qu'on perd connaissance. Et comme le phénomène qui se passe au niveau du cœur, il est bref, ben, le cerveau qui s'était éteint très brièvement va se rallumer. Donc la syncope est une complication que partagent le cœur et le cerveau. Et vous en avez comme ça là plusieurs. Je ne vais pas tout énumérer, mais au moins par ça, là, je vous illustre le fait que l'organe qui est fonctionnellement le plus proche, complémentaire
et qui partagent les mêmes douleurs que le cœur, c'est le cerveau. Alors dites-moi ce que vous en pensez. On pourra toujours en discuter. Et n'oubliez pas de faroter. Ok les amis, très bientôt.